C'est compliqué. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walf. Nous sommes bien là pour l'invité de la mi-journée en ce début de semaine. Nous avons le plaisir de recevoir Abdou Khafor Touré, membre de la Task Force républicaine. Khafor, bonjour. Bonjour Pierre, je salue les téléspectateurs et téléspectatrices de Walfadjri et vraiment encore une fois un plaisir de te retrouver et d'échanger avec vous sur l'actualité. Oui, et merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Alors, l'actualité, c'est cette tension qui s'était emparée du pays durant une dizaine de jours. Maintenant, c'est l'accalmie. Le calme est revenu au Sénégal. Alors, vous, de la mouvance présidentielle, est-ce que vous avez aujourd'hui repris vos esprits? Non, mais on n'avait pas perdu nos esprits. Je pense que quand vous êtes à un certain niveau de management et de gestion des choses, quand les situations arrivent, il faut les gérer. Il faut avoir la lucidité, la sérénité requise pour analyser les situations, trouver des solutions, des stratégies pour endiguer, pour maîtriser la situation. Je pense qu'à notre niveau, sur le plan personnel ou au niveau de la gestion, il n'y a jamais eu de frayeur parce que même si cette situation est une situation qui était là jusque-là méconnue des Sénégalais en termes de violence, en termes de casse, en termes de gaspillage. Nous avions été habitués dans l'histoire à des contradictions politiques, à des différends, à des échauffourées sur le plan politique, mais quand même maîtrisés. Depuis 88 ou un peu en 93 où il y a eu des violences et morts d'hommes, quand même, la compétition politique, les divergences politiques, les contradictions politiques ont toujours été maîtrisées. Et je pense qu'il faut que les acteurs restent dans ce cadre-là. C'est ça qui a un peu surpris. Des groupes organisés, effectivement, se sont adonnés à des séances, à des séries de violences sur des biens appartenant à des personnes privées ou morales. Bon, je pense que oui, les manifestations étaient organisées. Ce n'est pas un soulèvement populaire. C'est pas spontané, je pense que non, je veux dire, les manifestations se sont déroulées sous l'instigation. Ensuite, la façon dont les casses se déroulaient, la façon dont les pillages se déroulaient, c'était clairement organisé. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on n'en parle pas, mais on continue d'arrêter en fait ce qui était à la tête des casses au niveau des magasins et autres, parce qu'il y a les caméras de surveillance et autres. Donc je pense... Faut-il se féliciter de ces arrestations en règle non, là, oui, non, mais je pense que il est important. Oui, il est important. Dans une situation d'accalmie, de décrispation. Non, on est dans une situation d'accalmie, on est dans une situation de décrispation. On veut la paix, on veut le calme, on veut la stabilité dans notre pays. Mais il est important, quand on vit en société, quand on vit en république, quand on vit dans un état de droit, que l'autorité de l'État aussi s'affirme, que les choses, que chaque acte se fait dans le respect des règles de l'état de droit. Et je pense que la contradiction politique, la manifestation politique, il faut lire les manifestations de différentes manières. Il y a effectivement des mobilisations de jeunes qui ont exprimé leur colère, qui ont exprimé leur inquiétude, qui ont exprimé leur mal-être. Ça, c'est une réalité qu'on a vue. Quand on voit autant de jeunes dans les quartiers urbains, dans la banlieue, qui se mobilisent, il faut les écouter. Il faut comprendre pourquoi ces jeunes-là se mobilisent. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Et je pense que le président de la République, dans son message, a répondu à ces jeunes-là en disant que nous avons écouté, en disant que... Il lui a fallu 9 ans pour les écouter. Non, l'écoute est permanente. L'écoute est permanente, les efforts sont permanents. Il est une vérité implacable que sur la question de la jeunesse, on en a discuté ici sur ce plateau il y a 6 mois. C'est une question extrêmement importante. Le président de la République a mis en place il y a 4 mois le Conseil national sur
sur l'emploi et l'insertion des jeunes. Il n'y avait pas cette situation-là. Le président a mis il y a 3 ans un effort de 30 milliards pour l'auto-emploi des jeunes. Ça, des efforts conséquents sont faits dans d'autres programmes. Il y a que nous sommes, quels que soient les efforts, en termes d'allocation de ressources, en termes de pertinence des projets et programmes qui sont mis en œuvre. Nous avons une offre et nous avons une demande. La demande, c'est quoi? C'est que nous avons une population qui est essentiellement jeune. Nous avons presque 70% de notre population qui a moins de 35 ans. Nous avons une économie qui a une réalité. Parce que la question de l'emploi, au fond, quand on va dans le débat, c'est une question économique. C'est une question économique. Vous avez une structure de votre économie qui a une capacité. La capacité de création d'emplois de notre économie, c'est quoi? Elle ne dépasse pas 100 000 emplois l'année. C'est quand vous avez en face une demande qui chaque année qui est de l'ordre de 300 000, ça veut dire que votre économie, vous avez besoin de réformes structurelles pour absorber votre masse juvénile qui arrive sur le marché de l'emploi. Mais en attendant, ça c'est les solutions qui sont des solutions qu'on met sur la durée. Mais en attendant, il faut un traitement social. Le traitement social du chômage des jeunes, c'est quoi? C'est tout ce que nous sommes en train de faire en termes de politique active d'emploi à travers les programmes de domaine agricole, les formations d'insertion, d'accès à des métiers, ce qui s'est fait au niveau de la formation professionnelle. Tout ça est bien. Je dis, dans notre pays, les réponses sont pertinentes. Mais il y a un effort. Quand vous faites autant d'efforts et qu'on vous dit c'est insuffisant, il faut écouter. C'est vrai, beaucoup d'efforts sont faits. Les solutions, moi je fais partie de ceux qui disent qu'il ne faut pas les expressions creuses, il y a échec des politiques publiques. Non. Depuis 20 ans, nous avons fait énormément d'efforts en termes d'accompagnement, d'employabilité et d'insertion des jeunes. Seulement, comme je l'ai dit tantôt, il faut multiplier les efforts par 5, par 10, à l'infini. Parce que aujourd'hui, c'est ce que le président a compris. C'est pour ça qu'il a doublé. Il vient de le comprendre. Non, il a toujours compris. Mais je veux dire, qu'il n'a pas compris de manière tardive. Non. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes ont exprimé, quand vous dirigez un pays, tout est priorité. C'est une question d'arbitrage. Le président, il arbitre parce qu'il faudra travailler sur la question de l'agriculture. Quand il promettait 1 million d'emplois pour son second mandat, on travaille. Vous savez que tout était prioritaire dans ce pays. Oui, tout est prioritaire. Quand vous travaillez sur les infrastructures, vous êtes dans le rattrapage infrastructurel. Quand vous êtes sur l'agriculture, quand vous êtes sur l'industrialisation, quand vous êtes sur la santé, quand vous êtes dans énormément de secteurs, mais écoute, quand des situations pareilles se passent, écoute, vous dépriorisez encore un secteur pour prendre ces ressources-là et les injecter dans le traitement social du chômage. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Quand on prend 150 milliards, on le met dans l'emploi, dans les dispositifs aidés de formation, d'insertion. C'est pour aider les jeunes. Je pense que nous avons un message d'espoir, lancer un message d'espoir à notre jeunesse. Nous devons, il est vrai, beaucoup d'écoute à notre jeunesse. Il nous faut, il est vrai, beaucoup d'attention et un engagement pour les jeunes pour aller entre le président Macky Sall et sa jeunesse. Non, il ne peut pas y avoir. Je pense que je ne crois pas, parce que aussi il ne faut pas extrapoler ce qui s'est passé. C'est vrai, il y a eu des soulèvements dans quelques départements du Sénégal, mais principalement dans la région de Dakar et notamment dans le département de Pikine, principalement de Dakar. Mais il faut écouter, il ne faut pas négliger. Je ne dis pas que la rupture est consommée, parce que vous savez, Pierre-Édouard, moi j'ai travaillé pendant longtemps sur les questions de jeunesse. J'ai toujours dit, je le disais il y a 10 ans, je le redis aujourd'hui, je le redirai dans 10 ans, la question de la jeunesse, la question de l'emploi des jeunes, la question de l'insertion des jeunes n'est pas une question qu'on doit politiser. C'est une question sur laquelle nous devons, tout acteur public et politique, avoir un consensus. Parce que si nous n'avons pas de consensus, il n'y a pas de solution miracle à ce problème-là. Vous savez, vous avez beau instrumentaliser l'inquiétude, le désespoir des jeunes pour mobiliser les jeunes, vous les mettez dans la rue en sortant des arguments creux comme quoi les gens ont échoué. Quand vous venez au pouvoir, c'est le même problème qui se dressera, auquel vous serez confrontés. Ouais. Parce que
Parce que c'est ce qui arrive régler cette question, ça demande d'abord de travailler sur la durée. Ça demande des solutions structurelles, une transformation structurelle de notre économie, une industrialisation de notre économie, renforcer la capacité de production et de création d'emplois. Vous avez eu 9 ans pour le faire. Non, mais je veux dire, c'est largement suffisant. Non, mais moi, je ne suis pas de cette catégorie qui dit qu'on le fait depuis 9 ans. Moi, je suis de la catégorie qui dit que c'est fait depuis 20 ans. Depuis 2000, il y a des politiques publiques de jeunesse. Moi, je défends l'actif de Wade en termes de politique d'emploi des jeunes. Malgré tout, le problème reste entier. Mais je dis, comment faut-il l'expliquer alors? Le problème ne reste pas entier. C'est ça que je dis. On pose mal le problème. Le problème, il est entier. Le problème, il n'est pas entier. Des centaines de jeunes prennent des pirogues de fortune pour allier un hypothétique Eldorado en Eldorado. Mais ça, c'est une réalité. Oui. Mais cette réalité-là... Ça traduit l'échec des politiques publiques d'emploi. Mais ça, c'est un raccourci. C'est un raccourci. Parce que quand vous prenez la question de la migration, il faut travailler sur le mental de nos jeunes. Il faut une sensibilisation. Il faut de l'animation économique. Il faut aller à la rencontre des jeunes. Il faut, oui, parce que ça se fait, mais c'est ce qu'il faut faire. Et si je dis, c'est ce qu'il faut renforcer. C'est faire comprendre à notre jeunesse, dans le tissu familial, où on fait croire aux jeunes, parce que quand tu arriveras aux États-Unis ou en Europe, c'est là-bas où véritablement tu auras réussi. L'Eldorado n'existe pas. L'Eldorado, c'est le travail. C'est le travail au quotidien. Et nous devons faire comprendre à nos jeunes qu'ils peuvent avoir un avenir dans ce pays-là, mais aussi leur offrir la formation, la scolarisation. D'abord faire en sorte que tous les jeunes, toute une classe d'âge qui arrive en âge de scolarisation soit scolarisée. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, faire en sorte qu'au niveau du collège, que les jeunes fassent de l'apprentissage ou une formation professionnelle qualifiante. Et ensuite, faire en sorte que nos diplômés de l'enseignement supérieur soient assez réajustés pour que ces jeunes-là puissent avoir. Ça, ce n'est pas un discours. C'est un travail de longue haleine. Mais c'est pour ça que je dis, il faut qu'on travaille sur la durabilité, sur la durabilité. Mais si tous les 2 ans, 3 ans, on dit on a échoué, on jette tout à la poubelle, on ne s'en sortira pas. Nous avons des solutions. Nous avons des solutions, de bonnes solutions dans le domaine de l'emploi. Le président, non, dans la pratique, le président est en train de mettre, de faire des efforts conséquents en termes d'allocation de ressources. Il faut continuer dans cette perspective-là. Maintenant, il faut travailler sur le capital humain, c'est-à-dire que les ressources humaines chargées de gérer ces ressources importantes qui sont injectées dans le secteur, il faut que le capital humain soit un capital humain de qualité et que ce soit des gens qui sont extrêmement engagés. Mais moi, je ne suis pas dans le populisme pour dire non, rien ne marche, c'est l'échec partout. Et pourtant, jamais autant de mécanismes dédiés au financement et à l'entrepreneuriat des jeunes n'a existé au Sénégal que sous le président Macky Sall. Malgré tout, l'action n'est pas encore au rendez-vous du verbe. Comment faut-il l'expliquer? Écoutez, c'est pas à moi de l'expliquer. Vous m'aurez demandé la question il y a quelques années, il y a 5-6 ans, j'aurais expliqué, parce que j'étais acteur. Aujourd'hui, je ne suis pas acteur. Je suis un expert du secteur. Effectivement, j'ai travaillé dans ce secteur pendant très longtemps. Je connais cette problématique. Je ne suis pas d'accord sur l'échec, encore une fois. Je dis, par contre, il y a des difficultés et un problème de mise en œuvre dans certaines... L'échec, c'est le président même qui l'a avoué. Non, mais je veux dire, je vous ai compris. Il a compris quoi? Non, mais vous avez échoué? Non. C'est pas que j'ai compris mon échec. C'est-à-dire que j'ai compris que ce que j'ai fait, j'ai beaucoup fait, mais j'ai compris que ce que j'ai fait n'est pas suffisant. C'est pourquoi je vais redoubler d'efforts et je vais redoubler les moyens que j'ai injectés dans le secteur et je vais suivre moi-même ce qui est en train de se faire. Il reste 3 ans. Peut-il réussir là où il a échoué pendant 9 ans, dans 3 ans? Non. Pierre-Edouard, il faut qu'on enlève les termes d'échec. Je pense que... parce que c'est ça qui va nous mettre dans l'éternel recommencement. Moi, je refuse qu'on soit dans l'éternel recommencement. On a essayé de le faire en 2012. En disant non, il faut jeter tout. Les gens, ils ont échoué et on a essayé de jeter tout. On était obligé en 2014 de revenir sur les fondamentaux. Une erreur stratégique. Oui,
C'était une erreur, c'est clairement une erreur. Parce qu'on n'arrêtait pas de dire qu'il y avait de bonnes choses. Quand on n'arrêtait pas de dire aujourd'hui, pour insérer les jeunes, il faut des programmes d'envergure dans les domaines agricoles communautaires. Aussi les programmes jeunes dans les fermes agricoles, que ça s'appelle PRODAC ou autre, il faut impérativement faire en sorte qu'on fixe les jeunes en milieu rural et qu'on leur donne des opportunités, quelle que soit l'appellation du programme. Il faut former les jeunes, il faut rationaliser le dispositif. Il faut l'auto-emploi, il faut le dispositif aidé, mais ça, il faut l'allocation des ressources. Je pense que aujourd'hui, nous avons d'excellentes solutions. Maintenant, ce qu'il faut, c'est l'amplification de ces solutions-là pour que ça soit senti sur toute l'étendue du territoire national. Mais il faut aussi une allocation de ressources. Et je crois, et c'est le mérite du président de la République, très sincèrement, il n'y a pas un pays en Afrique au sud du Sahara où il y a autant de ressources injectées dans le secteur de l'emploi. Encore une fois, maintenant, il faut que ça soit efficace. Il faut que les gens qui sont chargés de gérer ça soient à la hauteur. Et je pense qu'aujourd'hui, face à cette priorité-là, moi, je pense qu'il faut un haut lieu de coordination, on le disait. Parce que faire de la question de la jeunesse une priorité, les questions d'emploi, ceux qui mettent en œuvre tout cela, je pense qu'il est nécessaire que le lieu d'impulsion, on a essayé de le faire avec la DER, mais en termes d'ancrage institutionnel, qu'on augmente un peu le niveau d'ancrage institutionnel, que ce soit au niveau de la présidence de la République ou au niveau du ministère de l'économie et des finances, pour qu'on ait beaucoup plus d'impact. Mais il y a des difficultés sociales. Et encore que l'une des conséquences de cette affaire-là, c'est que nous vivons, je ne dis pas dans une situation post-Covid, mais Pierre-Édouard, ça fait 1 an que beaucoup de secteurs sont sinistrés. Le secteur des arts, de la culture, des spectacles, de l'hôtellerie, du tourisme, le secteur informel. Structurel, hein? Oui, mais c'est un problème, mais c'est un problème structurel. Mais vous savez, quelle est la structure de notre économie aujourd'hui? Vous savez la structure de notre économie? C'est que 70% de notre économie, 72 même % de notre économie est constituée par l'économie informelle. Le taux d'activité, aujourd'hui, nous avons un taux d'activité, vous avez les gens qui sont en activité, pratiquement 70% sont dans le secteur informel. Donc, si vous avez une population active de 6 millions de personnes, 7 millions de personnes, où les gens qui sont dans le secteur informel ne font même pas 1 million de personnes. Vous avez promu une industrialisation de notre économie dans le PSE. Écoutez, et que ces 5 millions de personnes, et ces gens-là qui sont dans le secteur informel, pendant 1 an, sont impactés. Les activités de loisirs, les spectacles, l'hôtellerie, le tourisme, les marchands ambulants, toutes les activités du secteur informel sont sinistrées pendant 1 an. Vous savez, ça... on vit aussi les conséquences post-Covid, parce qu'il faut dans notre pays qu'on analyse, qu'on essaie d'aller en profondeur dans l'analyse des questions. C'est extrêmement important qu'on essaie d'aller en profondeur dans l'analyse des questions. C'est vrai, les affaires politiques qui se sont passées, c'est l'étincelle, mais ce qui est constant, c'est que ça fait 1 an que nous vivons l'ère du Covid, qui a des conséquences désastreuses sur le plan économique, sur notre tissu économique, sur les activités. Et je pense qu'avec le couvre-feu qu'il y avait, les restrictions, les nombreuses restrictions, effectivement, tout ça, il y a eu un trop-plein qui a été exprimé. L'essentiel, c'est que ce trop-plein soit écouté. D'abord, aujourd'hui, Covid est... aujourd'hui, on a diminué les horaires, c'est de minuit à 5 h du matin, et à partir de la semaine prochaine, on reviendra progressivement à la normale. Et je pense que la reprise normale des activités permettra effectivement qu'il y ait des mouvements de la liberté et que les jeunes retrouvent leurs activités. Et je pense qu'avec les efforts conséquents qui seront faits en termes d'appui pour l'entrepreneuriat des jeunes, l'entrepreneuriat des femmes, mais la formation, l'insertion des jeunes, ça permettra une reprise, et on espère que cette reprise-là permettra de maintenir la stabilité du pays. Parce que nous avons tous intérêt, encore une fois,
à cette stabilité-là. Mais je pense que si on revient à la normale et que l'État fasse des efforts conséquents, on pourra juguler tous ces phénomènes-là. Mais en tout état de cause, rien, quelles que soient les inquiétudes, quel que soit le désespoir, quelles que soient les difficultés, rien ne justifie les violences qu'on a constatées le M2D, donc ce mouvement qui a vu le jour dernièrement, dans son mémorandum, exprime un certain nombre d'exigences même, je dirais, dont l'engagement attendu du président de la République, qu'il dit publiquement qu'il renonçait à un troisième mandat, à une troisième candidature. Le président doit-il satisfaire cette doléance? Vous savez, nous, on est dans une période où vraiment il faut de la hauteur et il faut de la responsabilité. Moi, je pense que nous, hommes politiques sénégalais, nous avons un déficit de maturité par rapport à nos citoyens. Aujourd'hui, quand on sort de ces situations où il y a autant de morts, où il y a autant de dégâts sur le plan économique, nous devons, où des fondements parfois même de l'État-nation ont été menacés. Nous sommes une nation. L'ethnie, les considérations ethniques, il y a énormément de choses qui n'ont pas leur place dans le jeu politique et démocratique. Mais je pense que les populations qui sont sorties, en tout cas, nous, au niveau du pouvoir et le président de la République, sa responsabilité, c'est véritablement de répondre aux aspirations et aux inquiétudes de ces populations. Est-ce que l'opposition est en train de faire dans la surenchère? Maintenant, le président, il est élu pour 5 ans. C'est à lui de définir son agenda. Ce n'est pas à l'opposition de définir l'agenda de la majorité, l'agenda du pouvoir, l'agenda du président de la République. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui l'opposition qui est à l'initiative du débat? Non, ils ne sont pas à l'initiative du débat. C'est-à-dire que eux ont une préoccupation existentielle depuis 2019. Ils sont au chômage, ils sont pour certains des ambitions présidentielles, pour d'autres des prétentions présidentielles, et eux, leur horizon c'est 2024. Eux, leur position c'est 2024, parce qu'ils sont pressés que le président s'exprime sur cette question-là, pour savoir sur quel pied danser. Mais, leur agenda n'est pas l'agenda du président. Le président, son agenda, c'est qu'il a été élu pour 5 ans. Son agenda, ce n'est pas l'horizon 2024. C'est l'horizon avril 2021, c'est l'horizon juin 2021, c'est l'horizon août 2021, c'est l'horizon... Parce que les problèmes sont là, d'une acuité, les problèmes sont là. Et les problèmes sont multiformes. Non, mais je veux dire, pourquoi on va aller 2024? Pourquoi ils ne se battent pas pour la tenue des élections locales? Pourquoi ils ne se battent pas pour la tenue des élections législatives? Moi, je pense que, écoutez... Ils l'ont exprimé, exigé la tenue de ces élections-là en 2021 ou 2022. Écoutez, nous sommes un pays extrêmement sérieux. Nous sommes une démocratie. Moi, je pense, depuis 1848, en même temps que les Français, par la création des 4 communes, nous votons. Personne ne peut voler des élections au Sénégal. Personne ne peut personne ne peut confisquer le suffrage des Sénégalais. Personne. Je pense que le Sénégal a dépassé ces périodes-là. Il faut qu'on instaure la sérénité, qu'on apaise le débat, qu'on travaille pour les Sénégalais, que ceux qui sont élus pour travailler pour la satisfaction des intérêts des Sénégalais travaillent à cela, et que ceux qui ont pour projet de conquérir le pouvoir le fassent dans les conditions prévues par les lois et règlements du pays, et que ce qui départage des politiciens, c'est le suffrage universel, c'est la vérité des urnes. Mais ce n'est pas le débat, inutile, le débat qui n'a aucun sens pour le quotidien des jeunes de Guédiawaye ou de Kédougou. Voilà, merci beaucoup. Merci. Abdou Khafor Touré, membre de la Task Force républicaine. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau. Mais le plaisir est partagé pour Pierre-Edouard. C'est vraiment toujours un plaisir de partager avec vous. Nous revenons dans une trentaine de minutes pour la partie. Absolument. Voilà, merci beaucoup.